Bonjour à tous, bienvenue à cette conférence avec Sarah Descamps qui nous entretiendra sur la question « Pourquoi enseigner la protection de l'environnement comme une compétence numérique ?» Cette conférence est présentée dans le cadre des pavillons développement durable et le futur de l'éducation. Madame Sarah Descamps est enseignante en sciences humaines de formation et a poursuivi ses études en sciences de l'éducation en se spécialisant dans les technologies de l'éducation. Alors, Sarah, je te laisse te présenter tout de suite et bonne conférence. Merci. Donc bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie d'être présente aujourd'hui pour aborder avec vous la protection de l'environnement comme une compétence numérique. Pour compléter la petite présentation, je suis assistante de recherche et doctorante à l'Université de Mons en Belgique au sein du service d'ingénierie pédagogique et du numérique éducatif de la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation. Alors, au sein de ce service, nous menons des activités de recherche et nous intéressons particulièrement à l'intégration du numérique en contexte scolaire et au développement des compétences numériques aussi bien chez les jeunes que chez les enseignants. Mais aujourd'hui, c'est plutôt dans le cadre de ma recherche doctorale qui porte justement sur l'éducation à la sobriété numérique dans l'enseignement obligatoire que je suis présente aujourd'hui. Alors, cette présentation s'articulera en 4 temps. Tout d'abord, nous aborderons la protection de l'environnement comme une compétence numérique. Ensuite, nous reviendrons sur le concept de sobriété numérique et des différents concepts qui sont associés à ce concept de sobriété numérique. Troisième point, nous aborderons les raisons d'éduquer à la sobriété numérique. Et enfin, je terminerai avec quelques pistes pédagogiques. Alors, avant toute chose, le numérique et écologique ne riment pas vraiment ensemble. En effet, à titre d'exemple, un data center consomme en ressources naturelles l'équivalent de 3000 foyers américains et notre empreinte numérique mondiale est actuellement de 4%. Et comme nos usages, nos appareils numériques augmentent chaque année, ce chiffre aura doublé d'ici 2023. Et malheureusement, les citoyens ne sont pas encore conscientisés à cette pollution invisible. Pourtant, la protection de l'environnement est une compétence numérique. En effet, la Commission européenne a développé un socle de compétences de 21 compétences numériques du citoyen du 21e siècle, que l'on appelle le DISCOMP. Et ce DISCOMP est composé de 5 axes. Donc, on a un axe connaissance des informations et des données, un axe communication et collaboration dans un environnement numérique. On a également la création de contenu numérique, la résolution de problèmes technologiques et l'axe qui nous intéresse aujourd'hui, l'axe sécurité. En effet, l'une des compétences de cet axe sécurité est la protection de l'environnement comme une compétence numérique. Alors le DISCOMP stipule que chaque citoyen doit être conscient de l'impact environnemental des technologies numériques et de leur utilisation. Alors même si cette compétence est donc reconnue comme étant une compétence numérique, elle est rarement exploitée dans les recherches en sciences de l'éducation. Donc on a des recherches sur la programmation, sur la création de contenu de manière collaborative dans un environnement numérique. On a également des recherches sur la recherche d'informations en ligne, mais rarement sur la protection de l'environnement. Et c'est donc pour cela que j'ai voulu m'intéresser à cette compétence numérique. Alors, la protection de l'environnement est également présente dans d'autres référentiels francophones relatifs aux compétences numériques. Alors, chez vous, au Québec, on a le continuum de développement de la compétence numérique qui a fixé 12 dimensions. Et dans ce cadre de référence, il est possible d'établir le lien avec la protection de l'environnement avec 2 dimensions. Alors tout d'abord la dimension 1 qui est agir en citoyen éthique à l'ère du numérique. Et là, on demande de prendre en compte le contexte social, économique et environnemental. Et dans cet axe, on conseille également d'aborder par exemple la thématique de l'économie verte, donc une thématique liée à la protection de l'environnement. Ensuite, il y a aussi la dimension 11 qui vise à développer sa pensée critique à l'égard du numérique et notamment en abordant des thématiques comme l'obsolescence programmée et l'impact environnemental des appareils numériques. Alors en Belgique, donc,
chez moi, dans le cadre de la réforme de l'enseignement obligatoire, le référentiel de formation manuelle, technique, technologique et numérique a été rédigé. Et dans ce référentiel, alors la compétence protection de l'environnement ne se retrouve pas telle qu'elle, mais il y a un axe développement durable qui est transversal au référentiel et donc au développement des compétences numériques. Alors en France, on a le cadre de référence des compétences numériques et lui il s'inspire du DIGCOM et on y retrouve dans ce cadre de référence la protection de l'environnement comme une compétence numérique. Alors en Suisse, eux, ils ont le référentiel des compétences et de la culture, la culture numérique et de nouveau, on va retrouver des axes liés à la protection de l'environnement, notamment un axe compétences réflexives et responsabilité. Et dans le cadre de cet axe de compétences, le référentiel demande, entre autres, que les enseignants travaillent des compétences environnementales permettant aux élèves de mesurer les coûts énergétiques et les impacts environnementaux de la transition numérique. Alors, on peut donc voir à travers ces différents référentiels que chaque pays qui s'empare de la thématique des compétences numériques en mettant en œuvre des cadres de référence pour leurs enseignants, on retrouve systématiquement à un moment ou à un autre le lien avec les impacts environnementaux du numérique. Alors, comme je le disais au début, je m'intéresse dans le cadre de ma recherche doctorale à la thématique, à l'introduction de la thématique de la sobriété numérique dans la sphère éducative, mais c'est quoi la sobriété numérique? Alors, tout d'abord, il s'agit en fait du croisement entre la transition écologique et la transition numérique. En effet, l'objectif de la sobriété numérique n'est absolument pas d'éliminer l'une des deux transitions, mais de les concilier, de les réconcilier. Alors, autour de ce concept de sobriété numérique, il y a également d'autres concepts qui gravitent autour, comme le Green IT, qui signifie technologie verte, ou encore le numérique responsable, qui vise à utiliser les TIC de manière responsable, aussi bien ici sur le plan social qu'environnemental. Nous avons également l'éco-conception ou l'éco-design, qui vise en la conception de produits ou de services qui prennent en compte les aspects environnementaux du numérique. Il y a également le concept des low-tech, c'est-à-dire des technologies simples mais solides et efficaces. Les low-tech, elles se différencient du high-tech. Et pour expliquer cette différence, j'aime bien utiliser l'exemple utilisé par Vincent Courbelet dans son livre sur le numérique responsable. En effet, en fait, lors de la mission Apollo 11, lors des premiers pas de l'homme sur la Lune, les données de l'ordinateur ne faisaient que 70 kilooctets, soit l'équivalent d'un email, ce qui montre que la différence entre low-tech et high-tech, au final, c'est pas du tout une question de performance. Alors, enfin, toujours lié à la sobriété numérique, Éric Vidal-Lang parle quant à lui plutôt d'écologie numérique pour justement concilier ces deux transitions numériques et écologiques. Alors, la sobriété numérique, ce n'est pas uniquement justement ce croisement entre écologie et numérique. Et Frédéric Bordage et Éric Vidal-Lang, dans leurs ouvrages respectifs, se sont intéressés à ce concept et leur lecture permet d'identifier différentes caractéristiques. Alors tout d'abord, la sobriété numérique, c'est une utilisation raisonnable et raisonnée du numérique, c'est-à-dire utiliser le numérique uniquement quand c'est nécessaire. Donc ici, on a également la notion de nécessité, la notion de besoin qui se rattache à l'utilisation du numérique. Ensuite, la sobriété numérique, c'est aussi prendre conscience des impacts de nos usages au quotidien. Donc, à titre d'exemple, par exemple, une recherche sur Internet produit 5 à 7 grammes de CO2 et donc le moindre petit usage du numérique a un impact sur l'environnement, même si on n'en est pas toujours conscient. Alors, la sobriété numérique, c'est également réduire son empreinte numérique en mettant en place des gestes simples, quotidiens, comme utiliser un moteur de recherche plus responsable ou utiliser des favoris de manière pertinente.
Alors, écrire Facebook dans son moteur de recherche alors que l'on pourrait le mettre en favori car on le consulte régulièrement, c'est produire un flux de données inutile car chaque page que l'on va consulter va générer un flux de données et donc va avoir un impact énergétique et environnemental. En fait, et surtout, la sobriété numérique, c'est adopter une posture globale de sobriété numérique dans ses usages et dans ses conceptions numériques. Par exemple, on en parlait juste avant, mais en développant l'éco-conception. En effet, quand on conçoit du contenu numérique, chaque donnée que l'on va ajouter va consommer de l'énergie et va donc avoir un impact. Alors, à travers mes lectures concernant la sobriété numérique, j'ai divisé la protection de l'environnement comme une compétence numérique en 3 axes. Tout d'abord, il s'agit de sensibiliser à l'impact de nos modes de vie numériques sur l'environnement. Par exemple, on va prendre un usage répandu chez les jeunes qui est le visionnage de vidéos. Alors, le visionnage d'une vidéo en HD consomme énormément, soit l'équivalent d'un four électrique. Alors, cependant, l'éducation relative à l'environnement, ce n'est pas uniquement parler des aspects négatifs et Aurore Saorez, dans son livre, met en évidence l'importance de montrer que des solutions existent lorsque l'on parle d'écologie à des enfants, d'où le deuxième axe, le numérique au service de la transition écologique. Ici, il s'agit de montrer que des solutions numériques existent pour protéger l'environnement. Donc, on a par exemple des applications numériques qui sont utiles et s'inscrivent dans une démarche de développement durable, comme l'application Yes We Green, qui vise à indiquer aux utilisateurs tous les commerces et les bons plans durables près de chez eux. On a également des réseaux de producteurs locaux qui se créent sur les réseaux sociaux, ou encore, on va reprendre de nouveau cet exemple du visionnage des vidéos chez les jeunes. En 2018, des youtubeurs se sont rassemblés pour appeler les jeunes à manifester en mettant en place et mettre en place des actions pour le climat. Et donc ici, on a eu une conscientisation par le biais de YouTube qui a eu lieu. Et donc, ce qui montre que le numérique est également un outil pour sensibiliser. Et il faut aussi outiller les jeunes à utiliser le numérique dans ce sens. Enfin, le dernier axe concerne l'utilisation responsable des technologies et les gestes éco-responsables à développer chez les jeunes. Alors, de nouveau, si je reprends mon exemple des vidéos, il existe des gestes simples et quotidiens à mettre en place dans une démarche de sobriété numérique. Alors, par exemple, je pense qu'on a tous déjà mis un clip vidéo pour au final n'écouter que la musique. Or, si on pense à diminuer soit la qualité de la vidéo, on diminue notre impact, ou alors encore mieux, si on privilégie des applications comme Deezer, comme Spotify, on diminue le flux de données en supprimant le flux lié à l'image, et donc qu'au final on n'utilise pas parce qu'on est là que pour la musique, et donc on diminue notre impact sur l'environnement. Alors, maintenant qu'on a défini ce qu'est la sobriété numérique, intéressons-nous au pourquoi l'enseigner. Alors, tout d'abord, 2 transitions sont en cours, la transition écologique et la transition numérique, et l'enseignement n'échappe pas à ces 2 transitions. En effet, d'un côté, on voit que l'éducation relative à l'environnement devient de plus en plus une priorité pour l'éducation. Les jeunes, en manifestant pour le climat, montrent de l'intérêt pour la thématique de l'environnement, et on voit aussi que de plus en plus de gestes éco-responsables sont mis en place dans la plupart des pays. Et puis d'un autre côté, on a le matériel informatique, surtout depuis la crise sanitaire, qui se déploie dans les écoles. On a les ordinateurs, les tablettes, les connexions, Internet, et comme on a pu le voir précédemment, l'enseignement, chaque pays intègre les compétences numériques dans l'enseignement obligatoire de plus en plus en développant des référentiels liés aux compétences numériques. Bref, le numérique constitue au final le futur de l'éducation, et ce malgré son impact sur l'environnement. Donc, la présence du numérique s'accélère, l'urgence climatique s'accélère aussi, et il y a donc ainsi une véritable urgence à former, à éduquer, à sensibiliser les jeunes et au final tous les citoyens à la sobriété numérique.
Alors, deuxième raison, former les jeunes d'aujourd'hui à la sobriété numérique, c'est également former les citoyens de demain. En effet, on peut supposer que l'enseignement dès aujourd'hui de la protection de l'environnement comme une compétence numérique aura un impact sur le long terme et tout au long de la vie de ces citoyens. Troisièmement, former les enfants, c'est aussi sensibiliser les familles et sensibiliser leur entourage. En effet, les gestes du quotidien développés à l'école pourront être développés à la maison. On a d'ailleurs déjà vu ce type de phénomène en enseignant aux enfants le recyclage. Une fois de retour à la maison, les enfants sensibilisaient à leur tour leurs parents et on pourrait espérer que ce même phénomène voit le jour avec le développement de gestes plus responsables, de gestes numériques plus responsables. Enfin, et surtout, il y a souvent un décalage d'une dizaine d'années entre l'émergence d'une thématique dans la sphère politique et scientifique et leur arrivée dans le milieu éducatif. Donc, à titre d'exemple, on parlait déjà d'éducation relative à l'environnement dans les années 70. Pourtant, son intégration dans l'éducation est assez récente. Donc, l'objectif, c'est dès aujourd'hui, même si la sobriété numérique émerge dans la sphère politique, de sensibiliser dès aujourd'hui à la sobriété numérique. Alors maintenant, nous allons passer au comment et à des pistes pédagogiques pour éduquer à la sobriété numérique. Donc pour donner des exemples, des pistes pédagogiques plus concrètes, je vais justement reprendre mes 3 axes précédemment cités. Alors tout d'abord, pour comprendre et analyser l'impact de nos modes de vie numériques sur l'environnement, de nombreux auteurs se sont accordés pour dire que l'analyse du cycle de vie est un outil complet pour analyser les impacts environnementaux de nos usages et les enseignants pourraient très bien le réutiliser en classe pour que les élèves comprennent qu'à chaque étape, on a un impact sur l'environnement. Alors, le cycle de vie se constitue de différentes étapes. Tout d'abord, il y a la phase de naissance, c'est-à-dire la phase avant l'utilisation. Cette phase comprend l'extraction de matières premières, de minerais comme le tantale ou encore le lithium. Cette phase de la naissance comprend également les impacts liés à la production, au transport et à la vente de nos appareils numériques. Ensuite, il y a la phase de vie, c'est-à-dire la phase d'utilisation. Donc, chacune de nos activités numériques, donc l'utilisation d'un cloud, l'envoi d'un email, une recherche sur Internet, consomme de l'énergie et des ressources et a donc un impact sur l'environnement. Donc, il faut de l'électricité chez nous quand on utilise notre ordinateur, il faut de l'électricité pour faire fonctionner également les réseaux et pour alimenter les data centers, et il faut également de l'eau pour les refroidir. Donc, tout ceci constitue un impact au niveau de l'utilisation. Alors, après l'utilisation, soit le matériel numérique renaît et il est valorisé et recyclé, ce qui reste encore assez rare et en fait compliqué, ou alors ce n'est pas le cas et il finit sa vie dans une décharge. On a par exemple une décharge au Ghana qui accueille chaque année 40 000 tonnes de déchets d'équipements électriques et électroniques, et on dit de ce lieu qu'il est d'ailleurs le plus pollué au monde, et ce devant Tchernobyl. Alors, le deuxième axe, donc les jeunes doivent apprendre à identifier, rechercher, même créer des solutions numériques pour protéger l'environnement. Alors, en effet, comme on l'a déjà dit, des solutions existent. On parlait tantôt d'applications numériques, mais il y a également des solutions comme les maisons intelligentes ou les voitures électriques qui permettent de consommer moins d'énergie. Par contre, parler de sobriété numérique, c'est parler d'une thématique qui est faite de tensions, et l'objectif est donc de se saisir de cette occasion pour apprendre aux jeunes à nuancer également leurs propos et avoir un esprit critique vis-à-vis de ce qu'on peut voir entre numérique et écologique, et notamment vis-à-vis du greenwashing. En effet, un même usage du numérique peut aussi bien avoir un impact néfaste que positif sur l'environnement. Donc, il y a cette idée de mettre les choses sur une forme de balance et de peser le pour et le contre dans nos usages. Alors, troisième axe, il s'agit d'utiliser responsablement les technologies et également agir collectivement pour une sobriété numérique. Donc ici, j'ai repris la règle des 5 R. Donc cette règle, elle est constituée de 1. Refuser l'achat de matériel ou de services numériques quand vous le pouvez, réduire sa consommation de biens digitaux au strict minimum, réparer ses équipements
en prioritisant les artisans de proximité, comme en allant au Repair Café par exemple. Ensuite, on a réutilisé et enfin recyclé. Alors, pour travailler cet axe de compétences, les enseignants peuvent aussi mettre en place une charte des usages éco-responsables avec les élèves et des campagnes de sensibilisation pour que les élèves sensibilisent également l'ensemble de l'école. Alors, en fait, l'éducation à la sobriété numérique peut être alimentée par de nombreuses formes d'éducation, comme l'éducation relative à l'environnement, également l'éducation au développement durable, en prenant justement en compte les différentes dimensions du développement durable, les dimensions sociales, les dimensions économiques, pour analyser l'impact sur l'environnement. Et également, toujours lié à cette conscientisation écologique, il y a également l'éducation à l'urgence climatique ou encore énergétique. Alors, la sobriété numérique, comme c'est une thématique pluridisciplinaire, il y a également des liens à établir avec différentes matières et différentes formes différentes didactiques. On a par exemple la didactique des sciences humaines et plus particulièrement de la géographie, également la didactique des sciences, comme ça fait appel à des savoirs comme les métaux rares, qui sont des savoirs scientifiques. Alors, pour aborder la thématique de la sobriété numérique, on s'inscrit également dans une démarche d'éducation à la citoyenneté et on développe également l'esprit critique en abordant le greenwashing. Et enfin, il est primordial de prendre également en compte les aspects liés aux compétences numériques et médiatiques, par exemple en apprenant à effectuer des recherches d'informations plus responsables ou en créant du contenu numérique plus sobre, donc ici en intégrant la sobriété numérique directement au développement des compétences. Alors, comme je vois que ça fait déjà 20 minutes que je parle, cette dia-ci, c'était pour rapidement vous dire que dans le cadre de ma recherche de thèse, on est en train de finaliser un guide pour accompagner les enseignants qui ont des élèves de 6 à 15 ans à travailler et à sensibiliser à la sobriété numérique. Et si ça vous intéresse, une petite dia avec différentes ressources à consulter au sujet de la sobriété numérique. Et enfin, pour conclure, comme vous avez pu le suivre durant cette présentation, pour un futur de l'éducation, il est primordial que l'enseignement s'empare des nouveaux enjeux liés au numérique, à l'émergence du numérique, et la sobriété numérique, elle fait partie de ces nouveaux enjeux. Donc, je vous remercie et une présentation très complète qui nous inspire aussi beaucoup de solutions ici et ailleurs. Nous avons une première question de Jimmy Kabemba. Dans le domaine de la finance, comment on prend en compte l'environnement numérique? Alors, dans le domaine de la finance, pour le moment, c'est pas vraiment. En fait, à partir du moment qu'on prend le numérique dans une démarche de développement durable, là, l'aspect économique est lié à la protection de l'environnement et donc il est privilégié. Mais bon, dans les démarches, pour le moment, c'est pas la priorité du monde financier de s'intéresser à la protection de l'environnement. Alors, on a des grandes sociétés comme les GAFAM et Google qui nous dit qu'ils font de la neutralité carbone quand on va quand on va sur leur site et quand on va voir les informations qui sont liées, mais quand on creuse, parfois cette neutralité carbone, elle est pas exacte, et c'est là toute l'importance, je pense, d'éduquer les jeunes à la neutralité carbone. Qu'est-ce qui se cache quand des grandes sociétés nous disent qu'ils font de la neutralité carbone? Parfois, en fait, ils omettent, ils disent qu'ils font de la neutralité carbone, mais ils omettent des informations et ces informations-là, elles sont pas neutres au niveau du carbone. Du coup, il y a toute cette thématique-là et je pense, justement, c'est très important quand on va aborder la sobriété numérique avec les jeunes, de prendre en compte ces aspects financiers au final, et également, mais comme je le disais tantôt, les aspects sociaux. Peut-être que la future génération d'entrepreneurs qui sont toujours sur les bancs d'école à maintenant être sensibilisés par ces questions apporteront des nouvelles solutions aussi, étant plus outillés. Question de Nathalie Couzon. Serait-il possible d'avoir accès au guide que vous allez produire?
Alors, oui, moi, il suffit de me suivre, sur LinkedIn ou même, dès qu'il sera disponible, il sera diffusé. En fait, il est quasi finalisé, mais là, j'ai enfin, c'est moi, j'ai du mal à le mettre en forme parce qu'en fait, je voudrais que ce guide soit aussi, diffusé de manière numérique, mais que ça soit fait de manière plus sobre, pour allier justement, pour pas avoir quelque chose d'incohérent au niveau de ce guide. Donc oui, il sera diffusable et là, il suffira de me suivre. Alors c'est un guide, moi, vu que je suis en Belgique, ce sera testé en Belgique, mais la visée, c'est qu'il soit utilisable pas qu'en Belgique. Oui, ça pourra certainement nous inspirer. Alors, on suivra tes activités à partir de la page LinkedIn. Et je peux peut-être y aller avec une de mes propres questions. Donc, ici au Québec, nous avons également le cadre de référence numérique. Et pour opérationnaliser cela, un guide pédagogique a été proposé aux enseignants. Donc, je vois qu'il y a des outils aussi de votre côté qui se développent. Est-ce qu'on a des exemples concrets d'utilisation de ces outils pédagogiques pour accompagner le milieu de l'éducation et que des fruits que cela a apporté? Alors, en fait, pour le moment, c'est vraiment les prémices d'éduquer aux impacts. J'ai vu passer, d'ailleurs, j'ai mis la ressource, ce qu'on appelle la conscience numérique durable, qui est un projet Erasmus+. Et donc, c'est un projet qui regroupe des Français, des Italiens et des Belges. Et donc, ils ont créé une mallette pédagogique. Donc, ça, je la conseille fortement. On peut télécharger toutes les ressources. Et cette mallette pédagogique, je pense que c'est un projet à suivre parce que pour le moment, ils la testent et ils vont avoir des retours par rapport à ça. Alors, moi, cette année, dans le cadre d'une autre recherche, je me suis intéressée à la thématique de l'implantation d'Alibaba en Belgique. Et donc, j'ai pu aussi aborder tout ce qui était impact sur l'environnement et voir, en fait, c'est un peu les prémices. Du coup, je voulais voir si les enseignants étaient un peu conscients de ce qui se cachait derrière leurs usages numériques. Et en fait, absolument pas. Ils n'ont pas conscience de l'importance que ça a. Ils se disent oui, ça a un impact, mais à tel point, ils n'en sont pas conscients. Du coup, moi, c'est... Ah oui, il y a aussi la fresque numérique qui est aussi une bonne ressource que les enseignants peuvent utiliser. Très bien, c'est des bons exemples. Il nous reste environ 2 minutes pour la période de questions. Donc, j'invite des participants, bien sûr, à profiter de cette courte période qu'il nous reste. Et si je peux peut-être ajouter une dernière ressource, il y a l'Institut du numérique responsable. Donc l'Institut du numérique responsable, c'est un institut français et il s'est également développé en Belgique et en Suisse. Et ils ont un MOOC pour se former à la sobriété numérique. Donc il suffit de mettre MOOC, Institut responsable, sobriété numérique, et on le retrouve assez facilement. Très bien. Donc, c'est des outils à la fois pour former les enseignants, le milieu de l'éducation et transmettre leur savoir aux élèves aussi, parce qu'on voit qu'il faut atteindre d'abord le milieu de l'éducation également pour bien atteindre nos jeunes. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, il vous reste 1 minute, Sarah, pour clore là-dessus. Que pensez-vous des prochaines étapes à venir? Parce que vous parlez de prémices. Et maintenant, quelles seraient les prochaines étapes à venir? Alors, moi, cette année, en tout cas, je vais tester les dispositifs que j'ai créés. Et donc, mon objectif, en fait, de test, c'est de voir un peu comment les enseignants peuvent former à cette thématique, voir un peu ce qui fonctionne le plus, voir également, là, j'aimerais bien également faire le lien justement avec le greenwashing et l'esprit critique. Comment est-ce qu'on peut former au greenwashing, qui n'est pas la même manière
de développer l'esprit critique. Et donc là, je vais tester tout ça et voir un peu comment est-ce que justement on peut intégrer cette compétence dans le secteur éducatif et comment on peut réellement la travailler avec les jeunes. Très bien. Donc, nous avons Nathalie qui vous remercie pour ces ressources et simplement, avec le 30 secondes qui nous reste, rappeler quelques-unes de ces ressources pour des personnes qui aimeraient prendre le temps de noter. Donc, on a le MOOC de l'Institut du numérique responsable, donc sur la sobriété numérique. On a la mallette pédagogique conscience numérique durable. On a la fresque numérique et sinon ce que je vais produire. Merci beaucoup, Sarah Descamps. Très intéressant, très ressourçant. Donc, bonne journée à tous. Bonne suite pour les conférences. Au revoir.